Bienvenue dans ce numéro de Terres et Vignes. Aujourd'hui, avec nos invités et nos reportages, nous allons parler d'agriculture bien sûr, mais aussi de nos assiettes. Les états généraux de l'alimentation, les EGA, se sont déroulés l'an passé et se poursuivent. Le but, collecter les idées, les avis, afin de tout remettre à plat dans la filière agroalimentaire. Qu'est-ce que ça change? Nos invités vont nous en parler et vont nous donner quelques pistes pour faire ces changements. Exactement. Pour une mise en bouche, je vous propose de regarder le sommaire. Manger quoi, comment et à quel prix? Quelle serait l'alimentation et l'agriculture idéale? Les états généraux de l'alimentation ont permis de collecter les différents points de vue. Son objectif, désormais, concilier des intérêts divergents et donner une forme concrète à cette consultation. On n'est pas sur un débat interne agricolo-agricole et donc en fait ça s'est organisé autour de plusieurs temps forts. Une consultation publique. On a eu presque 160 000 personnes qui sont venues consulter cette plateforme. On a eu près de 17 000 contributions. Il y a eu 74 débats régionaux. On a organisé 14 ateliers. Et c'est cette plateforme de propositions qui ont été mises sous la forme d'une feuille de route. Autre sujet, durant cette émission, la Fédération des chasseurs de l'Aube a besoin de vous. Le 24 mars, elle organise une collecte des déchets en bord de Seine. Une collecte ouverte à tous. Le matin, on va se retrouver à 8 h. On vous proposera de boire un petit café et on vous distribuera à tous un petit sac à dos avec à l'intérieur tout votre nécessaire pour la matinée. L'idéal, ça serait de s'inscrire auparavant sur le site internet j'aime la Seine-propre.com. En fin d'émission, le retour sur l'actu et le portrait de la deuxième lauréate du concours des jeunes agriculteurs. Son idée, transformer dans son laboratoire le blé issu de ses champs en pâte. Aujourd'hui, dans un contexte agricole difficile, je m'aperçois que les activités où il y a une petite surface, de la transformation, de la vente directe derrière, ce sont des activités qui sont bien plus rémunératrices qu'une activité agricole classique. Demain, que voulez-vous manger? Quelle agriculture pour le futur? C'est le thème de Terres et Vignes, consacré aux états généraux de l'alimentation. On va essayer d'être très pédagogique et très concret dans cette émission, Christian. On parle donc des états généraux de l'alimentation. Et l'un des objectifs, c'est de mettre du lien entre la consommation, entre le consommateur et l'agriculteur. Alors pour faire simple, les états généraux de l'alimentation, déjà, ça s'appelle les EGA, pour faire court. Ils ont pour but de consulter et remettre à plat, vous l'avez dit tout à l'heure, la filière agroalimentaire. Ça veut dire quoi? Les prix, les revenus pour les agriculteurs, c'est aussi la protection de l'environnement qui sont des enjeux. Donc le sujet est plutôt vaste. Et en fait, la réflexion se poursuit. Et c'était notamment le cas à Colombey-les-Deux-Églises, où une rencontre a été organisée. Et je propose justement d'écouter ce sujet pour poser le sujet des EGA. Ici, à Colombey-les-Deux-Églises, les états généraux de l'alimentation, les EGA, se prolongent. Ces états généraux se sont déroulés durant 5 mois, entre juillet et décembre 2017, sous forme de consultations et groupes de travail. Du producteur au consommateur puissent échanger, se confronter et nous dire ce qu'ils attendent de nos modèles agricoles, de nos filières, de nos territoires. On n'est pas sur un débat interne agricolo-agricole et donc en fait ça s'est organisé autour de plusieurs temps forts. Une consultation publique. On a eu presque 160 000 personnes qui sont venues consulter cette plateforme. On a eu près de 17 000 contributions. Il y a eu 74 débats régionaux. On a organisé 14 ateliers et c'est cette plateforme de propositions qui ont été mises sous la forme d'une feuille de route. Première étape de cette feuille de route, un projet de loi qui devrait être publié le premier semestre 2018. La fin de la guerre des prix, par exemple. Vous savez qu'aujourd'hui, le producteur, lorsqu'il met en marché, il ne connaît pas forcément le prix sur lequel il va pouvoir être rémunéré. Eh bien, on veut changer cela. Et donc, dans le projet de loi, il va améliorer la contractualisation entre le producteur et son metteur en marché. Les mentalités évoluent. Une prise de conscience qu'on ne peut pas continuer avec moitié des agriculteurs qui gagnent 350 € par mois. On aura fait quelque chose. Mes craintes, elles portent plutôt aujourd'hui, sur les interférences avec le marché mondial. On attendra la loi pour voir le concret, la loi et les prix. Et si demain on arrive à enrayer l'érosion des producteurs,
moi je vous dirais qu'on a gagné. Deuxième étape des EGA, des changements d'orientation, de réglementation qui ne nécessitent pas de loi. L'obligation d'introduire au moins 50% de produits issus de l'agriculture biologique ou de produits qui se rapprocheraient de ces standards, donc avec un objectif que la restauration collective s'approvisionne à au moins la moitié de leurs marchandises à l'horizon 2022. L'autre orientation que l'on souhaite prendre, c'est d'atteindre un objectif de 15% converti sous le mode de production de l'agriculture biologique à l'horizon également 2022. Une fois la solution des prix trouvée, les EGA prévoient de se pencher sur les techniques agricoles conventionnelles. Et de faire évoluer ces pratiques en ce qui concerne la santé animale, le bien-être animal, l'environnement, la qualité des produits, tout en étant pragmatique, puisqu'on sait très bien qu'il y a un certain nombre d'impasses aussi techniques. On veut aussi rassurer les exploitants. Ce qui est important pour nous, c'est de donner une trajectoire pour que le producteur puisse comprendre l'attente des consommateurs et inversement, que le consommateur comprenne aussi quelles sont les contraintes, le champ de contraintes, comme on dit souvent, des exploitants agricoles. Lui faire tilt pour dire je vais plutôt prendre ce produit parce que je sais que la rémunération du producteur sera améliorée ou que son impact sur l'environnement sera plus faible. C'est ça qui est pour nous important et c'est la réussite des États généraux de l'alimentation. On fait des choses qui sont bien, il faut aussi qu'on l'explique et que les gens en prennent conscience. Cette phase, toujours en cours, est prévue sur la durée de la mandature présidentielle. Et avec nos invités, on va aller plus loin dans cette réflexion qui concerne à la fois l'agriculteur et le citoyen. Avec nous, Sybille Bertheil-Fassaert, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes vice-présidente du Conseil départemental de l'Aube, en charge de la commission enseignement, culture et sport. Et on va voir que ça a un lien direct avec le reportage que nous venons de voir et les préoccupations des agriculteurs. Dans cette émission, on va donc évoquer des exemples de changements dans les domaines de l'alimentation et de l'agriculture. Et je crois que vous avez piloté un projet de charte lié aux cantines. En quoi ça consiste ? Tout à fait. Alors, on pilote actuellement, c'est en cours, cette charte de la restauration scolaire pour les 25 collèges du département. C'est un travail commun d'abord. C'est un travail avec le département, les principaux de collège, les gestionnaires et surtout les cuisiniers qui sont des experts. C'est un outil, cette charte va être un outil d'accompagnement des bonnes pratiques, déjà qui existent déjà dans beaucoup d'endroits. C'est une manière aussi d'homogénéiser justement cette démarche. Et c'est une démarche très participative et pragmatique sur le sujet. Concrètement, qu'est-ce qu'on va y trouver dans cette charte ? Est-ce qu'on peut avoir un exemple ? Bien entendu, par exemple, et ça c'est important et mon voisin le fait déjà avec certains collèges justement et ils vont en témoigner prochainement de ce qu'ils font, favoriser l'approvisionnement de proximité et en faciliter l'accès au travers des initiatives existantes sur le territoire. C'est tout le lien qu'on peut avoir avec Terre et Vigne, bien entendu, avec la Chambre d'agriculture, avec le Parc de la Forêt d'Orient, qui vont contribuer à ce travail. Faire en sorte que les élèves mangent finalement des produits locaux, d'une certaine manière. Des produits locaux de proximité, avec la connaissance de la traçabilité, justement. Et puis, dans la question, c'est manger mieux, mais aussi soutenir nos producteurs locaux. Ça aussi, c'est important. Et nous avons des pépites dans notre département ou dans notre région. Il faut le favoriser. C'était un peu le sens de ma question, mais que ce soit bien clair. L'objectif, c'est manger mieux et avoir plus de haricots verts, des pommes de terre dans son assiette, ou bien c'est aussi soutenir la filière agricole auboise. Ça fait deux choses. Ça fait deux choses qui sont liées. On ne peut pas parler de ou, mais et. C'est surtout ça, et c'est important pour nous. Le président Pichery, nous étions dans une réunion au Parc de la Forêt d'Orient. Nous avions été interpellés d'ailleurs sur le sujet. Et vraiment, cet engagement que nous prenons, c'est pour justement favoriser aussi la production locale et soutenir ces producteurs. Faire d'une pierre deux coups, comme on dit. Autre invité autour de cette table, Vivien Figiel. Vous êtes éleveur laitier à Champs-sur-Barse au sein de la ferme de la Marque. Vous transformez votre lait en fromage, glace, et tout a commencé avec des yaourts. Je vous propose de revoir des extraits d'archives pour mieux comprendre votre métier. Vidéo. On a commencé notre production au mois de novembre.
Et actuellement, nous avons atteint notre objectif que nous avions prévu dans 4 ans. Les seuls yaourts fermiers du département sont produits au rythme de 2000 à 2500 par semaine. Face à la demande, Viviane doit déjà réinvestir pour atteindre dès à présent son objectif de 3500. Pour l'instant, on fait tout le conditionnement à la main. Donc c'est ça qui prend énormément de temps. Et donc là, avec les volumes qu'on fait, on arrive à un peu la limite de ce qu'on peut faire. Et donc là, on va s'équiper d'une conditionneuse à yaourt qui va nous faciliter la tâche et qui va remplir les pots d'une manière un peu plus rapide, et ce qui va nous permettre aussi de développer encore un peu plus notre production. Abricots, poires, myrtilles, framboises et noix de coco, citron, c'est les nouveaux qu'on vient de faire, et nous allons faire aussi mangue, ananas. Nous fabriquons aussi du fromage, notamment de la tome. Nous prévoyons de faire aussi du fromage à raclette et des crèmes dessert. C'est la nouveauté de cet été, c'est la préparation pour la glace. Donc ça, c'est ce que je prépare au laboratoire avec les produits de la ferme, donc du lait et de la crème de la ferme. On a démarré avec la vanille et la fraise. Alors tu veux quoi comme glace, Thibaut? Vanille, fraise ou les deux mélangés? Les deux mélangés? Non, fraise. Que fraise? Alors une fraise. Tiens, viens Thibaut. Hop, tiens. Viviane Figel, pourquoi avoir fait le choix de transformer et vendre en direct 10 à 12% de votre production de lait? Bonsoir. Déjà, c'est une envie personnelle de transformer et valoriser notre production laitière. Et on sent l'envie et la passion dans les images. Hein et c'est vrai que voilà, c'était vraiment une volonté de transformer. Ensuite, on a eu la demande du consommateur. C'est vrai qu'on a eu le consommateur change un petit peu et a envie de retrouver des produits locaux fabriqués à côté de chez lui. Et aussi à côté de ça, ça permet aussi d'augmenter nos valeurs ajoutées sur la production du lait. Les consommateurs, apparemment, ils sont ravis, on le voit à l'image, mais les ventes ont dépassé vos espérances. Mais quelle est la motivation justement de ces consommateurs, puisque c'est un peu le sujet? Ils adhèrent, ils achètent, pour quelles raisons? Ils ont envie déjà de trouver des produits locaux qui viennent d'à côté de chez eux. Donc, comme on disait tout à l'heure, la traçabilité, ils savent d'où ça vient. Et c'est vrai qu'aussi, en même temps, ils soutiennent aussi, c'est ce qu'ils ont envie de soutenir aussi l'agriculture locale. Ils viennent chez nous, ils sont contents de venir chercher notre production. Sybille Hubertaille-Fassert, c'est aussi votre souhait de soutenir l'activité locale, mais alimenter les cantines avec des produits locaux, c'est facile, c'est pas facile? Alors, ça peut ne pas être toujours simple sur les quantités. Mais Monsieur Figel peut déjà le démontrer. Il alimente, il fournit un certain nombre de collèges déjà, et ça va être à cette occasion-là, dans la démarche que nous faisons et que nous travaillons avec les cuisiniers, ils vont pouvoir faire part de leur expérience, expliquer et nous dire quels produits ils prennent sur notre département. Moi, je voudrais rajouter une chose. On parle de traçabilité, mais il faut parler santé aussi. Je pense qu'en termes de santé, connaître les produits que nous mangeons qui ne sont pas modifiés ni transformés de manière avec des substances qui ne sont pas toujours très bonnes, je pense que cette idée de se fournir localement est aussi un moyen d'améliorer sa santé. Viviane Figel, voir vos yaourts sur des tables des cantines, c'est un peu un rêve pour vous, quelque part, on boucle la boucle. Ça a été pour nous une démarche un peu logique par rapport à notre pédagogie qu'on met en place sur notre exploitation. Donc c'est vrai qu'on reçoit beaucoup de scolaires et le fait qu'ils retrouvent nos yaourts à la cantine sur leurs assiettes, c'est valorisant pour nous et pour eux, ils comprennent que ça vient de la ferme qu'ils ont visitée. Votre manière de faire, c'est quelque part un exemple que l'on recherche dans ces états généraux de l'alimentation. C'est une nouvelle manière d'aborder le rapport entre le consommateur et le producteur. Oui, voilà, ça remet un peu les choses en place et ça permet de savoir d'où ça vient en fait. C'est une des pistes. Christian, l'un des enjeux des EGA, des États généraux de l'alimentation, c'est la protection de l'environnement. Oui. Et justement, cette émission est l'occasion de faire un zoom sur une opération locale sur ce sujet. Oui, elle est menée par la Fédération des chasseurs de l'Aube.
Très bien. Pourquoi pas. Et elle a besoin de vous. Elle a besoin de vous quand? Eh bien, ce 24 mars. Ok, je note. Et en fait, c'est quoi? C'est une grande collecte des déchets en bord de Seine qui est organisée. Tout est fourni. Alors, du café jusqu'aux gants pour ramasser les déchets. Et cette opération se nomme J'aime la Seine propre. Le nom est très clair. La fédération a mobilisé de nombreux acteurs, qu'ils soient du sport, comme le canoë-kayak, tous les clubs qui voient les rivières salies, les agriculteurs, les élus. Et je propose plus de détails grâce à ce sujet. En bord de Seine, il suffit de quelques minutes pour voir des déchets. La Fédération départementale des chasseurs coordonne pour la première fois dans l'Aube une opération pour les collecter. On a beaucoup de canettes en plastique, des sacs plastiques, donc tous ces déchets qui mettent des dizaines d'années à se dégrader dans le milieu naturel. Donc l'idée de la manifestation, c'est de faire une demi-journée conviviale, tout en ayant un geste d'utilité publique. Le matin, on va se retrouver à 8 h, on vous proposera de boire un petit café et on vous distribuera à tous un petit sac à dos avec à l'intérieur tout votre nécessaire pour la matinée. L'idéal, ça serait de s'inscrire auparavant sur le site internet j'aime-la-seine-propre.com. Vous allez retrouver tous les points de rendez-vous. Ouvert à tous, 10 points de rendez-vous sont proposés. Il faut s'attendre à quelques surprises. On peut aussi trouver des choses plus surprenantes comme des machines à laver, des télés, des pare-chocs de voitures, de la laine de verre. On estime que lors de l'opération, le 24 mars, il y aura environ 300 mètres cubes de déchets ramassés, ce qui représente à peu près 10 camions remorques. Ils seront recyclés par le SDEDA. Ce rendez-vous, la Fédération des chasseurs le prépare depuis 1 an. Elle espère rassembler entre 800 et 1000 personnes sur près de 150 km. Aujourd'hui, qu'on soit chasseur, non-chasseur, anti-chasse, peu importe, c'est pas l'idée. L'idée, c'est vraiment de fédérer et que tout le monde soit là ce jour-là pour participer au nettoyage. Organiser ce rendez-vous peut paraître surprenant, pourtant la Fédération des chasseurs est bien dans son rôle. Théoriquement, dans un monde idéal, il ne devrait pas y avoir ça. On est en contact permanent dans la nature, on connaît notre territoire. L'idéal, ce serait, si on pouvait le nettoyer, de faire en sorte qu'on puisse améliorer un peu le milieu naturel. On fait ça assez tôt en saison, il y a une raison, il y a 2 raisons. La première, c'est la végétation qui n'est pas repartie, donc on va pouvoir facilement observer les déchets de loin. Et la deuxième raison, on est dans un milieu naturel, la période de reproduction de l'avifaune, des oiseaux et aussi des mammifères, et on ne veut surtout pas déranger les animaux. Donc c'est pour ça qu'on fait une opération assez tôt en saison, comme ça la période de reproduction n'a pas démarré et on dérange personne. On trouve beaucoup d'oiseaux avec des bouts de plastique aux pattes, au bec, qui vont leur empêcher de se nourrir. On veut faire de cette opération une opération de sensibilisation à la protection du milieu naturel qu'est la vallée de Seine, à sa biodiversité, et derrière va en découler des outils pédagogiques, une vidéo, un cahier d'activité à destination des scolaires, à destination du grand public, pour faire connaître la vallée de Seine. Et on espère qu'en connaissant un peu plus ce qui se passe autour de chez nous, derrière on aura une prise en compte de l'impact que l'homme peut avoir avec ses déchets sur le milieu naturel. Même si dans l'idéal ce rendez-vous devrait être inutile, la Fédération réfléchit déjà à une opération similaire tout le long de la Seine en France, mais aussi le long de l'Aube. Dans un instant, la suite de notre émission, nous retrouverons nos invités sur la question de l'actualité agricole. Focus également sur des pâtes fabriquées dans l'Aube. Tout cela dans un instant, juste après cette page de pub. Batitol à Crenay, c'est un centre-service dédié aux artisans et agriculteurs, mais aussi aux particuliers. Batitol, c'est votre spécialiste dans les tôles bac acier et panneaux sandwich isolés pour toiture, bardage et leurs accessoires. Les aménagements intérieurs de bâtiments sur mesure, les abris de jardin, garages et locaux extérieurs isolés. L'équipe de Batitol étudie tous vos besoins, vous conseille et vous propose des produits précis et adaptés. Contactez-nous, Batitol à Crenay, Zac des Sources, 03 25 43 10 10.
Un peu d'actualité agricole dans Terres et Vignes pour continuer. Direction Rumilly, les Vosges, Christian. Oui, c'est là où se trouve Cédric Guyot. Il a installé une serre ultra moderne, une serre en verre pour produire des fraises. C'est un peu en lien avec notre sujet, cette solution. Il y résout en partie les problèmes climatiques qui se présentent à nous et il répond aussi aux besoins de ses clients dont la demande a changé. Il y a quand même un changement de climat, il n'y a pas d'histoire. Donc, ou du vent, ou de la grêle, ou de la pluie excessive, ou des choses comme ça. Ce choix de structure a été vraiment impératif. L'autre choix aussi, c'est que quand mes parents ont commencé à faire des fraises dans la région, en 1983, les gens avaient un petit peu la notion des saisons. Aujourd'hui, les gens commencent à vouloir de la fraise à partir du mois d'avril, et puis en avoir tout l'été. Voilà, ça c'est vraiment la consommation, le consommateur demande ça aujourd'hui. On voit dans cet exemple, Vivien Figel, un exemple de distribution en circuit court. Je suppose qu'entre la génération de vos parents et la vôtre, ça a totalement changé cette manière de faire. C'est vrai que maintenant, par rapport à avant, on a eu le développement des produits industriels de grande masse, le développement des grandes surfaces, et avec beaucoup de produits. Et c'est vrai que maintenant, les gens ont tendance à revenir un petit peu en arrière et retrouver des produits près de chez eux. Ils se rendent compte qu'on fait des bons produits pas loin et à côté. Et voilà, c'est vrai que ça a évolué. Mais après, c'est à nous aussi de s'adapter et de modifier aussi notre manière de vendre pour en fait, s'adapter aux nouveaux moyens de consommation. Notamment par le biais d'arrivée fermier, où on a mis nos produits en ligne par Internet. Les gens peuvent commander directement sur Internet. Donc voilà, c'est à nous de s'adapter aussi. Et si vous voulez rencontrer ces producteurs locaux, une autre actualité, Fabrice, ça se passe le samedi 7 avril. Vous pourrez aller faire un tour devant l'esplanade de la mairie de Troyes. Là-bas, vous pourrez rencontrer des agriculteurs, comme d'habitude, pour déguster leurs produits. Il s'agit en fait de la 6e édition des rencontres agri-citadines. Cela se déroule de 10h à 14h. Là, on parle beaucoup de produits locaux. Et j'avais juste une question pour vous, Sybille. Quels produits locaux vont se retrouver concrètement dans les assiettes des cantines auboises? Alors j'ai envie de dire, il y en a déjà qui s'y retrouvent, mais justement, on va pouvoir partager avec l'ensemble des cuisiniers et des personnes qui travaillent au sein des établissements scolaires pour leur indiquer avec la Chambre d'agriculture, avec le PNRFO, justement qui peut produire pour les restaurants scolaires et sont en capacité de produire. Bon, alors, comme j'ai pu le dire, on a des idées. Les légumes, oui. Les yaourts, il vient d'en parler, mais il les fournit déjà. Et il me l'a dit dans certains collèges, donc il va falloir le partager avec d'autres. Il y a également de la viande, c'est possible de se fournir en viande. Donc il faut qu'on fasse la connexion entre le producteur et les restaurants scolaires pour voir ce qui est possible. Alors bien sûr, il faut ajuster avec les prix, etc. Mais ça aussi un volet éducatif. Alors on parlait des fraises, mais on peut aussi faire des plats de saisonnalité, c'est-à-dire de ne pas mettre des fraises en décembre, etc. Ce que je comprends, c'est qu'on n'est pas loin d'un menu complet, et ça c'est pas mal, c'est assez intéressant. Ça veut dire que c'est assez large comme perspective. Christian, pour terminer, vous nous donnez un autre exemple de circuit court. Oui, grâce à Elsa Brulé. En fait, elle a gagné le 2e prix du concours des jeunes agriculteurs 2017. Bravo à elle. Et vous savez quoi ? Pour un repas complet, elle fait des pâtes grâce à son blé, tout simplement. Et je propose de voir cette aventure assez formidable, je trouve. Et on fait aussi un lien avec l'aspect économique et le revenu agricole. En image. Bonjour, je m'appelle Elsa Brulé, j'ai reçu le 2e prix Jeune Agriculteur 2017. Ici nous nous trouvons à Bragelonne-Beauvoir. Je cultive 52 hectares de céréales, protéagineux et oléagineux, donc pas seulement du blé. Alors c'est une toute petite surface, c'est pour ça qu'on a choisi de faire de la diversification à côté. Et ici nous nous trouvons dans l'atelier de fabrication des pâtes. Si je ne faisais pas de diversification, au niveau économique, ça serait complètement déséquilibré. On part de notre semoule, 5 kg dans les seaux. On ajoute la quantité d'eau qui correspond suivant la forme des pâtes. On obtient une texture un petit peu crumble. Donc le mélange passe dans la vis d'extrusion. Donc on répartit les plateaux, il y en a 25 dans le séchoir et c'est parti pour le cycle de séchage qui dure entre 16 et 20 heures suivant la forme des pâtes. On est en conversion vers l'agriculture biologique, on utilise un moulin à meule de pierre, donc derrière il faut qu'aussi en termes de fabrication on sèche lentement pour que la chaleur ne détruise pas les précieuses molécules qu'on s'est appliquées à garder depuis le début. Au début on s'est dit qu'est-ce qu'on peut faire avec du blé, donc la première chose c'est du pain, on pouvait faire des pâtes à la ferme, donc là ça m'a mis la puce à l'oreille. Étant donné que c'est un produit qui n'existe pas non plus sur le territoire,
ça semblait tout indiquer. La réalisation du projet a pris 2 ans. En ce qui concerne les pâtes, il n'existe pas vraiment de formation. Donc ce qu'il faut faire, c'est aller en visite chez les gens. Alors aujourd'hui, après un peu plus d'1 an d'activité, on a 4 formes de pâtes. On peut venir les acheter ici en direct à la ferme, soit en sachet comme ce qu'on voit derrière moi, soit en vrac, donc au kilo. Et puis évidemment, il y a un certain nombre de revendeurs qui sont dans le département. Les pâtes plaisent, elles ont énormément de succès, les gens les aiment, les gens reviennent les acheter. Donc pour nous, le pari est gagné. À moyen terme, long terme, suivant l'évolution de l'activité, ce qui est prévu, c'est de créer au moins 1 emploi. Ici, il faut travailler dans les vignes ou dans les champs ou voir une profession libérale, mais c'est très limité. Et si je pouvais donner la possibilité à quelqu'un qui a envie de rester en milieu rural, de pouvoir travailler en milieu rural, évidemment ça me ferait plaisir. Et puis pour le côté humain aussi, de pouvoir avoir un collègue de travail. Aujourd'hui, dans un contexte agricole difficile, je m'aperçois que les activités où il y a une petite surface, de la transformation, de la vente directe derrière, ce sont des activités qui sont bien plus rémunératrices qu'une activité agricole classique de culture de céréales avec vente en coopérative et des prix qui sont trop bas et puis des conditions aussi sanitaires qui arrivent un petit peu à bout des possibilités des terres. L'avantage d'avoir une activité de diversification telle que celle que j'ai mise en place avec les résultats que ça a donné, en lissage sur toute l'année, j'ai un revenu régulier déjà seulement au bout d'1 an, un petit peu plus d'1 an, et ça pour le bien-être économique de l'entreprise, c'est quand même prometteur puisqu'il y a une stabilité financière dès le départ. Et voilà peut-être des pâtes que l'on retrouvera dans les cantines auboises. Vous savez quoi, Sybille, ça m'a donné envie d'aller à la cantine. Vous m'inviterez ? Ah, volontiers, avec si les vous voulez venir voir. produits au bois. Et surtout voir la compétence de nos cuisiniers et les yaourts de Vivien. Très performants. Allez, le rendez-vous est pris. Merci en tout cas à vous, à tous les deux, pour ces belles découvertes agricoles. Et on se retrouve le mois prochain pour un nouveau rendez-vous de l'agriculture auboise. Au revoir. Merci beaucoup.